Bonjour à tous. Dans le cadre du pôle gestion des milieux naturels de l'Observatoire régional de la biodiversité, le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec Réserve naturelle de France, vous propose un webinaire Nature Adapt, l'indispensable adaptation, ce matin 2 février, de 10h à midi. Alors le 2 février est une date symbolique pour les zones humides, car comme chacun le sait, c'est la date de ratification de la Convention Ramsar, adoptée en 1971. Ces zones humides, comme d'autres milieux naturels, souffrent déjà depuis plusieurs décennies de cette pression anthropique planétaire nommée le changement climatique. Pour nous aider à bien appréhender cette problématique, nous avons aujourd'hui deux experts, Christine Coudurier, chargée d'études du projet LIFE à Réserve naturelle de France, et François Ergotte, chargé d'études scientifiques au Conservatoire. Ils sont là pour vous présenter la démarche Nature Adapt, un exemple d'application dans notre région de plaine, qui est le site du Val de Sully dans le Loiret. L'objectif de cet événement est de comprendre comment mettre en œuvre une démarche d'adaptation au changement climatique dans la gestion des aires protégées et plus largement sur des territoires de projets environnementaux. Nous serons ensemble amenés à aborder certaines questions. Qu'est-ce que la méthode Nature Adapt? Quelles sont les données à mobiliser, à prendre en compte ou où les chercher? Comment identifier les pressions humaines ou naturelles qui seraient aggravées ou non par le changement climatique? Mais aussi, existe-t-il des solutions à mettre en œuvre pour anticiper les changements à venir? Toutes ces questions et bien d'autres vont être abordées par nos deux intervenants. Mais avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter en quelques mots le pôle gestion et ses actions, et ainsi que les petites actualités de l'année 2023 à venir. Alors, le pôle gestion des milieux naturels, qui fait partie des trois pôles gestion de l'Observatoire régional de la biodiversité, donc, dont j'en suis l'animateur depuis 2015. Le pôle a 5 objectifs: conforter et animer un réseau de gestionnaires, proposer des outils et des référentiels communs pour collecter, saisir, diffuser les données, les pratiques et les méthodes de gestion, mais aussi partager les expériences conduites par le réseau en matière de gestion et de restauration. On est là aussi pour apporter des éléments et des analyses pour évaluer les actions et accompagner la prise de décision, mais aussi participer à l'élaboration des indicateurs de l'Observatoire régional de la biodiversité. Alors, le pôle gestion, concrètement, elle a produit un certain nombre d'outils. Donc, le premier, c'est l'annuaire des gestionnaires, qui est un annuaire en ligne qui permet de consulter l'ensemble des contacts des gestionnaires de milieux naturels ou de cours d'eau en région. Et dans cet annuaire, vous avez aussi une interface qui permet de voir quels sont les espaces qui sont gérés en faveur de la biodiversité dans notre région. Et cet onglet va permettre de la production d'un indicateur ORB qui s'appelle Espaces gérés en faveur de la biodiversité, qui recense l'ensemble des espaces gérés de la biodiversité dans notre région. C'est de l'ordre de 15 000 hectares. Alors, le pôle gestion prévoit également des événements. Donc, on a un premier événement qui est la démonstration de matériel technique. Donc, depuis 2015, on a réalisé 5 événements de ce type. Il y en a 2 qui sont disponibles en vidéo. Une sur la gestion et l'entretien mécanique des pelouses calcicoles en Eure-et-Loire, et une autre sur l'utilisation du cheval dans la gestion des milieux naturels. Et une prochaine qui va arriver d'ici le printemps, qui est sur la restauration des mares, qui la vidéo de la démonstration 2022. Et on prévoit donc pour septembre prochain, dans l'Indre, sur le marais de Roussy à Saint-Georges-sur-Arnon, une démonstration sur la restauration des zones humides avec un de nos prestataires de services. Alors, autre événement que propose le pôle gestion, au-delà du webinaire du jour, on a également l'atelier de formation. Donc, cette année, on en a un dédié sur la gestion des milieux naturels en faveur des papillons, qui aura lieu dans le Loir-et-Cher, sur la période mai-juin 2023, et ça se réalise dans le cadre du plan régional d'action Papillons de jour. Et cet événement se fait en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels Loir-et-Cher. Et enfin, on a également une journée interpôle, c'est-à-dire qui réunit le pôle gestion, le pôle faune, qui est animé par France Nature Environnement Centre-Val de Loire, et le pôle flore habitat, qui est animé par le Conservatoire botanique national du Parisien. Une thématique qui aura lieu le 12 mai 2023 dans le Loir-et-Cher, autour des zones humides, sur la caractérisation et la délimitation des zones humides. Voilà pour les événements et les outils du pôle gestion des milieux naturels. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire le sujet du jour, qui est le webinaire Nature Adapt, l'indispensable adaptation. Et je vais laisser la parole à Christine, qui va nous présenter la démarche Nature Adapt.
Bonjour à tous, merci Serge. Donc, je vais vous partager mon écran et puis je vais effectivement vous présenter un peu tout ça. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, Christine, ça marche parfaitement Ça bien. marche parfaitement, c'est bien. Donc, je me représente rapidement, hein, même si Serge, tu vas présenter. Tout d'abord, je voulais remercier Serge et François de m'avoir invité aujourd'hui à participer à cet événement pour présenter la démarche NatureAdapt, hein, en complément du retour d'expérience que fera François. Donc, je suis Christine Coudurier, je travaille à Réserve naturelle de France, donc sur le projet LIFE NatureAdapt en tant que chargée d'études. C'est-à-dire que j'ai en charge notamment, hein, le développement d'un certain nombre d'outils pour les gestionnaires et l'accompagnement globalement des gestionnaires qui se sont impliqués dans cette démarche. Alors, ce que je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la démarche NatureAdapt, la méthodologie, hein, qui a été développée dans le cadre de ce projet LIFE, mais je vais d'abord vous dire quelques mots sur le projet en lui-même pour qu'on soit bien au clair sur de quoi on parle et dans quel cadre s'est inscrit le développement de cette méthodologie. Alors, il s'agit d'un projet LIFE, hein, donc financé par l'Europe, l'OFB et le ministère principalement. Et c'est un projet LIFE climat, en fait, hein. Ce n'est pas un projet LIFE nature auquel on est plus souvent habitué. Et l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées. Vraiment un constat de départ, hein, qui était que le climat impacte déjà fortement la nature et les aires protégées, mais que bien souvent les gestionnaires, hein, se sentaient un peu démunis avant le démarrage du projet sur comment intégrer justement ce nouveau facteur dans leur pratique de gestion. Donc, c'est vraiment ce qui a prévalu, hein, au lancement de ce projet LIFE. Il a un objectif à 10 ans, ce projet, hein, donc il a démarré en 2018, mais l'objectif à 10 ans, hein, c'était vraiment que 80 des gestionnaires de réserves naturelles aient adopté des modalités de planification de gouvernance adaptative, c'est-à-dire en fait qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans des démarches d'adaptation au changement climatique, mais aussi, hein, que les autres principaux espaces naturels protégés et pas que protégés, en France et en Europe, se soient aussi emparés du sujet de l'adaptation au changement climatique. Le projet, il est articulé autour de 3 grands axes principaux, hein, qui sont, le premier, qui était vraiment de proposer une méthode et des outils, opérationnels pour, aider les gestionnaires à intégrer, donc ce changement climatique, dans leur, pratique de gestion. Donc ça par, le développement d'une méthodologie, on dit plutôt c'est une méthodologie pour mettre en place une démarche d'adaptation au changement climatique. On a aussi, hein, dans cette partie-là, des fiches retour d'expérience, l'élaboration, la mise à disposition de ressources, dont des fiches expérience et puis, le développement aussi d'une formation en ligne, on appelle ça un COOC, pour, en fait, former les gestionnaires à la démarche d'adaptation au changement climatique NatureAdapt. Voilà donc pour ce premier axe. Le deuxième axe, c'était, autour de l'idée d'activer tous les leviers pour la mise en œuvre concrète de l'adaptation. Donc là, l'idée, ça a été, vraiment, voilà, de développer en fait, hein, de faire en sorte, que autour de la démarche et autour des gestionnaires qui veulent, s'impliquer, il y ait en fait, hein, toutes les conditions requises pour, faciliter cette, démarche d'adaptation. Donc on peut citer, hein, dans les actions qui ont été mises en place, notamment un MOOC, donc là vraiment une formation en ligne, mais à destination du grand public, pour sensibiliser le grand public, hein, pour que le grand public soit partie prenante en fait de l'adaptation des aires protégées au changement climatique, ou encore, des études, hein, pour, faciliter, l'intégration du changement climatique, notamment sur renforcer les liens entre les politiques publiques climatiques et la gestion des aires protégées, puisque c'était bien pour l'instant les politiques chez nous, enfin en France, sont encore assez sectorielles, hein, avec d'un côté les politiques climat, d'un autre côté les politiques de préservation de la nature. Et l'idée, c'est vraiment que ces grandes politiques arrivent à se parler et à se comprendre.
Le troisième axe du projet, c'était l'idée de développer une communauté sur le sujet de l'adaptation des aires protégées au changement climatique. Et le développement de cette communauté s'appuie sur un outil qui est une plateforme collaborative en ligne, la plateforme NatureAdapt, qui est collaborative dans le sens où en fait c'est pas un site internet, c'est bien une plateforme sur laquelle on va retrouver des groupes alors de travail, de discussion autour de thématiques. C'est vraiment quelque chose où chacun peut participer, poser des discussions, partager des ressources. Et donc, cette plateforme est le support de notre communauté NatureAdapt, qui, à l'heure actuelle, rassemble plus de 1000 membres. Voilà pour les principaux axes du projet NatureAdapt. Alors après, en termes de calendrier, donc c'est un projet qui a commencé en septembre 2018, qui s'échelonne sur 5 années. Avec différentes phases. De 2018 à 2019, on a eu toute une phase de co-conception d'un certain nombre d'outils. Donc, par exemple, le prototype de la méthodologie d'adaptation au changement climatique, le prototype de la plateforme. Et puis, on a eu aussi, pour pouvoir démarrer tout ça, une grande enquête à l'échelle européenne auprès des gestionnaires pour savoir où ils en étaient par rapport au changement climatique et quelles étaient leurs principales difficultés pour intégrer cette nouvelle donne dans leur pratique de gestion et pour pouvoir alimenter en fait le développement de nos outils. Une fois qu'on a eu le développement, la co-conception de ces outils et méthodes, l'idée, ça a été de les expérimenter sur d'abord 6 réserves naturelles qui sont des partenaires du projet. Donc, on les retrouve dans les logos dans les logos partenaires du projet. Il s'agit donc de la Petite Camargue alsacienne, la réserve de la Petite Camargue alsacienne, la réserve nationale de la forêt de la Massane, les réserves naturelles régionales des Tourbières du Morvan, la réserve nationale naturelle de Chastré-Sancy, la réserve de l'îlot des Niges et puis la réserve naturelle de Six-Passy en montagne. Donc voilà, l'idée, je pense que je les ai à peu près toutes citées, voilà, mais en tout 6 réserves qui donc partenaires du projet. Et l'objectif, ça a été que ces 6 réserves s'impliquent en fait dans la démarche, nous aident à finir de co-construire la démarche d'adaptation et surtout l'expérimentent, la testent sur le terrain pour s'assurer en fait qu'elle était opérationnelle. Ces 6 réserves ont aussi, bien sûr, participé au développement de la formation en ligne, donc notamment les contenus, nous ont beaucoup aidé sur les contenus de cette formation, donc du coup NatureAdapt. En fin de phase d'expérimentation, l'idée, ça a été donc de reprendre tous les outils à partir de la phase d'expérimentation pour en fait les améliorer et pouvoir les proposer à une nouvelle phase de test. Et là, l'idée, ça a été de travailler avec 15 nouveaux sites qui n'étaient pas que des réserves. Vraiment, l'idée, c'était d'avoir dans le panel de testeurs tout type d'aires protégées, donc des espaces naturels sensibles, des parcs naturels régionaux, parcs nationaux, sites Natura 2000, sites gérés par des SEN, voilà, vraiment d'avoir un panel. Et puis, bien sûr, des sites transfrontaliers et des sites européens, puisque la démarche, elle est à visée européenne, même si on est un peu ciblé pour l'instant sur la France métropolitaine. On a aussi quand même un partenaire qui est Europarc dans le projet, avec un objectif de diffusion, enfin d'adaptation de la démarche aussi aux gestionnaires européens et de diffusion des outils à l'échelle européenne. Donc, la phase de test, elle s'est déroulée en 2021, en fait, sur la période 2021-2022, de juin 2021 à juin 2022. Donc, elle s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça fait presque un an, mais il n'y a pas si longtemps. Et ensuite, la phase suivante du projet, c'est l'idée une fois qu'on a testé tous ces outils, on les a repris, finalisés, on est en cours de finalisation d'un certain nombre d'outils. Et l'idée maintenant, c'est de les déployer à large échelle. Donc, et c'est ce qui va nous tenir jusqu'à la fin du projet qui est prévu prochainement. Donc voilà, on en est quasiment à la fin, puisqu'on est déjà en janvier 2023. Le projet se termine en juillet 2023. Voilà, alors rapidement, pour vous faire voir à peu près qui sont les sites pilotes, donc ceux
qui ont fait la phase d'expérimentation et les sites tests. Vous avez en bleu les réserves pilotes du projet et en vert l'ensemble des sites tests. Donc, en tout, 21 sites qui sont passés à travers la démarche NatureAdapt qui ont aidé en fait à sa co-construction et à sa finalisation. Donc, vous voyez une représentation assez… alors, l'idée, ça a été vraiment d'avoir à la fois tout type d'aires protégées, mais aussi une bonne représentation géographique sur le territoire, avec aussi un parc naturel marin, parce que du coup, au départ, on était assez terrestre et littoral. Et puis, l'idée, c'est aussi d'adapter la démarche aussi aux compartiments marins. Voilà pour la présentation des principaux sites. Donc, vous aurez tout à l'heure le retour d'expérience du site Seine, donc en fait du Val-Sully, en tout une dizaine d'entités que le conservatoire a sur lesquelles, enfin une dizaine d'entités gérées par le conservatoire qui ont pu bénéficier de cette démarche d'adaptation. Voilà, une fois que j'ai fait le tour rapidement du projet NatureAdapt, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, que je vous présente un peu la démarche. Alors, ça va être assez, j'allais dire, assez théorique. L'objectif, ce n'est pas que je parle trop longtemps, mais c'est bien de laisser le temps à François de présenter comment il s'est approprié avec Serge cette démarche sur les 10 sites en question, et puis qu'on puisse échanger autour de l'adaptation au changement climatique des aires protégées. Alors, tout d'abord, la démarche NatureAdapt, donc c'est une méthodologie, en fait. Pourquoi faire? L'idée, c'est vraiment de prendre en compte le changement climatique et ses effets dans les pratiques de gestion à l'échelle d'une aire protégée. Elle s'adresse, donc ça, je l'ai déjà dit, à tout type d'aire protégée. Donc, c'est une démarche qui est assez généraliste, qui se veut généraliste et qui se veut surtout applicable à tout type de statut. Même si, bien sûr, quand on parle d'aires protégées et de différents types de statuts, il y a des grandes disparités. On en parlera peut-être un petit peu, mais voilà, l'objectif, c'est qu'on ait un socle commun et que la démarche soit adaptable, quel que soit le type d'aire protégée. Elle vise à l'élaboration d'un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique. Alors, on dit diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité au changement climatique, qui va permettre ensuite de développer un plan d'adaptation au changement climatique. Et en fait, cette méthodologie, elle peut se mettre en œuvre à n'importe quelle étape du document de gestion de l'aire protégée, qu'on soit en train d'élaborer son document de gestion, qu'on soit en train de le réviser ou qu'on soit en train de le mettre en œuvre. Il y a toujours moyen d'articuler et d'intégrer le changement climatique dans ses pratiques par rapport à son document de gestion. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une méthodologie qu'on a développée dans le cadre du projet Life NatureAdapt, d'abord en se basant sur c'est pas sorti de rien, même si en 2018, il y avait assez peu de méthodologies déjà existantes en matière d'adaptation au changement climatique des aires protégées. On a quand même trouvé deux, trois, même un peu plus que ça, des exemples, notamment, on s'est appuyé sur des guides ou des méthodologies qui existaient notamment aux États-Unis ou au Mexique ou un petit peu en Espagne pour en fait faire un peu de voir un peu ce qui se faisait, repartir de l'existant. Puis, ça, je l'ai déjà dit, la co-construire et la tester sur 21 aires protégées de profils très différents. Et ce qui nous a conduit, en fait, la méthodologie, ce qu'elle permet, c'est plutôt de mettre en œuvre une démarche vraiment d'adaptation au changement climatique. Alors, ce qu'on précise à chaque fois, c'est que ce n'est pas une démarche d'adaptation au changement climatique et la démarche NatureAdapt, ce n'est pas une étude scientifique, mais une démarche prospective. L'idée, c'est vraiment de se projeter dans le futur. Qu'est-ce que va être le climat futur? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le futur de l'aire protégée? Et du coup, quand on parle de climat futur ou même de futures évolutions des aires protégées, il y a de fortes incertitudes qui existent, mais ça ne doit pas empêcher de passer à l'action. Elle propose un cadre de réflexion, en fait, c'est-à-dire plutôt des questionnements et des conseils pour essayer d'y répondre au mieux. Elle se caractérise aussi par des itérations régulières. C'est lié aussi au contexte un petit peu, à la dimension incertitude, mais l'idée, c'est que quand on va avancer dans la démarche, on va souvent être amené à revenir aux étapes précédentes de la démarche, parce que quand on avance, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent modifier ce qu'on a imaginé dans les étapes précédentes.
Ce qu'on dit aussi beaucoup, hein, c'est qu'elle marque le début de l'adaptation au changement climatique. Il n'y a pas de fin à l'adaptation au changement climatique, hein. Le changement climatique, on dit souvent un peu comme ça, c'est parti, c'est un coup parti et c'est pas ça va pas s'arrêter, tout de suite. Donc il faut, voilà, on commence sur sa démarche d'adaptation et elle n'a pas de fin. On continue sur l'adaptation au changement climatique. C'est une, démarche en fait, hein, qui se décompose en 4 principales phases. D'abord une phase d'immersion et cadrage comme la plupart en fait de démarches, hein. L'idée ça va être, de comprendre le changement climatique global, de s'acculturer au changement climatique global. Mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est assez neuf souvent, hein, pour les gestionnaires. Donc faut s'acculturer à ce changement climatique. L'objectif, c'est aussi, de connaître, même si bien souvent les gestionnaires, connaissent déjà leur aire protégée, il est possible que la personne qui mène la démarche ne soit pas, le gestionnaire, de l'aire protégée, mais de connaître, de se réapproprier les principales caractéristiques de l'aire protégée et puis bien sûr de cadrer et de planifier les suites de la démarche. On conseille souvent à ce stade-là de produire une note de cadrage de la démarche. Ensuite, on va rentrer dans le cœur, du sujet avec une phase, qu'on a appelée une phase d'analyse prospective. Donc c'est là, on va se projeter un peu, hein, dans le futur de l'aire protégée, notamment en analysant le climat futur. Alors on dit le climat passé et futur, hein, parce que quand on parle de changement climatique, on parle d'évolution, donc il faut regarder d'où on part, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, là où on en est aujourd'hui et puis qu'est-ce qui va se passer demain. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir analyser les effets directs et indirects du changement climatique sur l'aire protégée. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, hein. Donc c'est vraiment cette phase, elle permet de produire, hein, le diagnostic de vulnérabilité, et le récit prospectif de l'aire protégée. Et puis elle permet aussi, hein, de préparer la phase suivante qui est l'adaptation de la gestion au changement climatique. On parle bien d'adaptation de la gestion, c'est, la façon dont on va gérer l'aire protégée qui va, changer avec, la démarche d'adaptation. Donc il va s'agir de définir une stratégie et des actions d'adaptation et puis bien sûr, d'alimenter, le document, de référence de la gestion de l'aire protégée. Et tout ça se traduit par l'élaboration d'un plan d'adaptation. Une phase importante aussi, hein, qui est importante dans tout type de démarche qu'on mène, mais qui est particulièrement, important aussi dans le cadre d'une démarche d'adaptation, ça va être une étape de bilan et de capitalisation en fait de ce qui s'est passé, enfin de la démarche qu'on a menée. L'objectif, ça va être de prendre du recul justement sur le chemin qu'on aura parcouru. Ça va être aussi de partager les résultats avec, son équipe, avec, les acteurs du territoire et puis de faire un retour d'expérience aux pairs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, hein. On est un peu au tout début de l'adaptation des aires protégées au changement climatique et il faut, en fait, voilà, faire du retour d'expérience, faire connaître la démarche, faire connaître, en fait, tout ça et c'est vraiment important, une étape importante. Donc ça peut se matérialiser, en fait, hein, par des retours d'expérience. Toutes ces différentes phases s'appuient sur, la bibliographie, la mobilisation, d'acteurs en interne ou en externe, hein, et puis sur le dire d'experts qui est particulièrement important dans le cadre de cette démarche. On a essayé d'évaluer un peu, hein, le temps nécessaire, aux différentes phases et vous voyez, hein, on l'a plutôt chiffré en pourcentage de temps passé. 10 à 15% du temps, à la phase d'immersion et de cadrage, 40 à 45% du temps sur la phase d'analyse prospective qui est vraiment le cœur du réacteur, j'allais dire, 30% sur la phase d'adaptation au changement climatique et puis consacrer environ 10% du temps de la démarche au bilan et la capitalisation. Sachant qu'on a aussi, hein, essayé voilà, d'évaluer, pardon, je clique pas comme il faut. En fait, hein, la démarche, elle se déroule, pour nous, hein, ce qu'on estime, c'est qu'il y a, un temps de travail à passer qui est, alors on dit entre 50 et 80 jours environ de travail pour une démarche d'adaptation, mais qui est spécifique à chaque, aire protégée. Mais par contre, il y a une notion de durée, hein, puisque en fait, il faut prendre le temps de s'approprier certains résultats, on en parlera un peu plus. Mais l'idée, c'est d'avoir une durée, que le tout se déroule sur une durée d'environ 10 à 18 mois. Alors, une fois qu'on a fini tout ça, eh ben, on passe bien sûr à la phase de la mise en œuvre, hein, de la démarche d'adaptation, enfin de sa démarche d'adaptation, de son plan d'adaptation et voilà, donc ça, on est parti pour un certain temps. Je vais rentrer un peu dans le détail des différentes phases, hein, en essayant de ne pas y passer trop de temps. Donc la phase d'immersion et de cadrage, cette phase, hein, l'idée, c'est de s'immerger,
parce que, je l'ai déjà dit, mais le sujet du changement climatique, il est nouveau et c'est un sujet complexe, hein. C'est vraiment, pas alors, complexe dans le sens, hein, ça nécessite une approche systémique, donc il faut, vraiment arriver à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se jouer autour du changement climatique. Et puis donc, l'aire protégée peut être nouvelle pour l'animateur de la démarche et parfois c'est pas mal aussi de se immerger dans son aire protégée. Le cadrage, c'est une étape qui est indispensable pour tout projet. Et puis, dans la démarche, je le présenterai tout à l'heure, c'est important parce qu'on va s'appuyer sur la sélection d'un certain nombre d'objets d'analyse. On ne va pas analyser l'ensemble de l'aire protégée, tout ce qui la compose, mais il va falloir faire une sélection pour arriver à se faire une image de l'aire protégée. Donc, il faut prendre le temps de bien sélectionner ces objets. L'immersion, ça va consister à se documenter sur le changement climatique et ses impacts à l'échelle mondiale, nationale et régionale. Ça paraît ambitieux comme ça, mais pas tant que ça, en fait, l'idée, c'est de se documenter. Et puis donc se documenter, se réapproprier, synthétiser les principales caractéristiques de l'aire protégée. La question du cadrage, hein, c'est de préciser, les objectifs et l'échelle spatiale à laquelle on va mener sa démarche d'adaptation et puis, on l'a déjà dit, de sélectionner le panel d'objets d'analyse qui reflètent l'aire protégée. Alors sur, la question de la démarche d'adaptation, hein, cadrer l'échelle spatiale, c'est important, c'est de considérer, l'échelle, enfin j'allais dire oui, l'aire protégée, hein, l'échelle de l'aire protégée, mais aussi, sa zone d'interdépendance. C'est une notion qui prend vraiment de l'importance quand on travaille sur une démarche d'adaptation au changement climatique. Parce que le changement climatique, en fait, concerne l'ensemble des territoires. Ce n'est pas que l'aire protégée et la démarche d'adaptation, peut aussi, être en lien avec ce qui va se passer en dehors du territoire. Donc c'est important de considérer ces 2 échelles. Je sais pas ce que tu attendais comme Au moment du cadrage, il va falloir aussi, réfléchir avec qui travailler et comment et prévoir aussi, hein, l'articulation avec d'autres démarches d'adaptation qui peuvent avoir lieu sur le territoire, notamment dans la zone d'interdépendance. L'objectif, ça va être de créer du lien puisque les démarches d'adaptation territoriale peuvent avoir des effets sur la démarche d'adaptation de l'aire protégée et inversement. Dans votre démarche d'adaptation, vous pouvez avoir à un moment ou un autre besoin de vous référer ou de vous articuler avec les démarches d'adaptation territoriale. Planifier bien sûr la démarche et sa gouvernance, essentiel de savoir qui décide de quoi, puis rédiger et faire valider une note de cadrage, ça c'est un conseil. Alors sur, point important, hein, sur les principales, composantes de l'aire protégée, en fait, dans la démarche, on a choisi en fait, hein, de s'intéresser, enfin de représenter l'aire protégée à travers 4 principales composantes. La première, c'est évidemment le climat, hein et en fait, hein, c'est vraiment de s'interroger sur le climat, de définir, hein, donc on parlait des objets d'analyse, hein. Pour le climat, on parle de paramètres et indicateurs. Ça va être d'essayer d'identifier quels sont les paramètres et les indicateurs structurants de l'aire protégée. C'est-à-dire, c'est quoi les paramètres climatiques qui font que l'aire protégée est ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en termes de climat qu'il y a ce patrimoine-là, ou ces activités, humaines ou cette gestion? C'est quoi ces paramètres structurants? Ensuite, l'autre composante, c'est bien sûr le patrimoine naturel et sur le patrimoine naturel, hein, en fait, l'idée, c'est, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas analyser les effets du changement climatique sur tout ce qui compose le patrimoine naturel. Mais bien sûr, il va donc falloir sélectionner ce qui est représentatif de ce patrimoine naturel. Ça peut être des espèces, des milieux, des fonctions. Ça peut être aussi des éléments, ce qu'on appelle emblématiques de l'aire protégée, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas patrimoniaux ou extrêmement représentatifs, ils peuvent être particulièrement importants parce que l'aire protégée, elle a été définie pour ce patrimoine naturel où il y a des programmes d'action sur ce patrimoine depuis des années. Donc, on ne peut pas, en fait, il faut forcément se poser la question de ce patrimoine. Il y a aussi quelque chose qui est important sur une aire protégée, c'est les activités humaines, hein, qu'elles se déroulent dans l'aire protégée ou en dehors de l'aire protégée, que ce soit des activités qui ont un lien avec la gestion ou pas. C'est particulièrement important, hein. Donc, c'est les activités humaines. Il va falloir s'intéresser aux activités humaines ayant le plus d'influence sur le patrimoine naturel de l'aire protégée et sur sa gestion. Et enfin, sur la gestion, hein, ça va être de s'interroger sur les principales actions mises en œuvre pour préserver le patrimoine naturel, hein, de l'aire protégée. Et on s'intéresse à ces 4 composantes parce que, en fait, le climat va avoir en fait, hein, des effets sur l'ensemble des composantes. Sous l'effet du changement climatique, les activités humaines vont évoluer. La façon dont elles vont évoluer peut impacter le patrimoine naturel de façon indirecte.
tout comme le climat va impacter de façon directe le patrimoine naturel. Et enfin, le changement climatique va impacter la gestion, mais la façon dont va évoluer le patrimoine naturel ou comment vont évoluer les activités humaines, en fait, en fonction du changement climatique, peut impacter votre gestion à l'avenir. Donc en fait, vous voyez, c'est bien, l'idée d'avoir une représentation de l'aire protégée et ensuite de comprendre, à partir de l'analyse climatique, qu'est-ce qui va se passer en termes d'interaction, alors d'effet direct du changement climatique sur chacune des composantes, mais aussi en termes d'interaction, d'effets indirects des composantes, d'évolution des composantes et comment est-ce qu'elles vont s'impacter, j'allais dire, de façon indirecte les unes les autres sous l'effet de l'évolution du changement climatique. Je ne sais pas si je suis très claire, mais François vous l'expliquera tout à l'heure. C'est bien essayer de décrypter ces interactions qui vont se passer. Alors, l'analyse prospective en elle-même, pour vous montrer un peu ce qui va se passer, on le traduit un peu en questionnement et vous verrez que c'est plus simple. La première étape dans la phase d'analyse d'analyse prospective, ça va être de faire une analyse de l'évolution du climat. Et donc, ça a eu un questionnement, c'est quelle est l'évolution passée et future du climat local? Ça permet de construire un récit climatique de l'aire protégée. Ensuite, on va s'intéresser aux activités humaines. C'est quoi les activités humaines sur le territoire et comment est-ce que ces activités humaines vont évoluer sous l'effet du changement climatique? La troisième étape, ça va être quels sont les effets de l'évolution, alors du changement climatique sur le patrimoine naturel, mais aussi de l'évolution des activités humaines sur le patrimoine naturel. Donc, ça se traduit par quels effets de l'évolution conjuguée du climat et des activités humaines sur le patrimoine naturel. Une autre question qui est essentielle à se poser, c'est quelles pourraient être les espèces et les habitats qui pourraient arriver sur l'aire protégée. Puisque qui dit changement climatique dit mouvement des espèces et du patrimoine naturel. Donc, il faut se poser ces questions. Et puis, c'est aussi le moment où on peut déjà entrevoir certaines pistes d'adaptation pour ce compartiment patrimoine naturel. La quatrième étape va être de se poser la question, c'est quels effets sur les outils et moyens de gestion en fait, de l'évolution du climat, en quoi la gestion actuelle est adaptée ou pas. Et donc, tout ça sur la gestion, c'est les effets conjugués du climat, des activités humaines et du patrimoine naturel. Tout ça compose le diagnostic de vulnérabilité et on conseille de terminer le diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité par la rédaction d'un récit prospectif de l'aire protégée, c'est-à-dire d'essayer de savoir, en fait, d'imaginer comment va évoluer. Vous avez l'évolution des 4 principales composantes. Qu'est-ce que ça va dire de l'évolution globale de l'aire protégée dans le futur? Alors, sur le climat, sans rentrer trop dans le détail, donc le climat, c'est la composante chapeau qui va affecter les 3 autres. Et en fait, là, on va donc s'intéresser à la liste des objets à analyser, c'est-à-dire les paramètres et indicateurs structurants. Et on va regarder, en fait, quelle va être l'évolution passée et future du climat en s'appuyant sur un certain nombre de données qu'on va collecter. Alors, pour le climat passé-présent, ça peut être les stations météo locales, ça peut être aussi, pour le climat futur, les études, s'appuyer sur des études et des experts locaux, si vous en avez, sur des études telles que les plans climat, air et énergie territoriaux, qui comportent forcément des études climatiques, des observatoires ou des GIEC locaux, ça existe de plus en plus, ça se développe, donc vous en avez probablement autour de vous. Sinon, l'utilisation de services climatiques simples ou un peu plus complexes, tels que Climat HD et DRIAS, qui sont des services climatiques proposés par Météo France et qui permettent de collecter les informations utiles sur le climat. Le tout permet de synthétiser les résultats sous la forme d'un récit climatique. Voilà, un point important sur la question du climat, c'est souvent quelque chose qui est assez nouveau, l'étude climatique, et sur lequel on peut passer un peu de temps, voire même un peu trop de temps. Donc en fait, on dit souvent qu'il faut les tendances, connaître les grandes tendances peut être suffisant pour comprendre ce qui va se passer sur l'aire protégée, même si parfois ça peut être, pour certains, c'est aussi indispensable de manipuler les services climatiques pour être en capacité d'expliquer aux autres acteurs du territoire. Mais en gros, selon le temps dont on dispose, on n'est pas obligé de faire des études très détaillées. Les tendances peuvent suffire. Sur la composante activité humaine, la question, donc, c'est comment vont-elles évoluer sous l'effet du climat? On s'intéresse à cette composante parce que leur évolution aura des effets sur le patrimoine naturel et sa capacité d'adaptation.
Et là encore, hein, on va cibler un peu les activités humaines auxquelles on va s'intéresser plus particulièrement, qu'on va analyser. On va analyser la façon dont elles vont évoluer. Pour ça, en fait, hein, la méthode propose, hein, des grilles de questionnement, hein, qui permettent de faire 2 niveaux d'analyse, soit une analyse simple, donc qui permettent d'analyser les effets potentiels du changement climatique, ou plus détaillées, qui permettent d'analyser la vulnérabilité, en fait, des activités humaines. Ce travail, on conseille de le faire, en fait, avec les acteurs du territoire, puisque c'est eux qui vont être le plus à même, de dire un peu comment vont évoluer leurs activités. On conseille donc de faire ce travail avec les acteurs du territoire. C'est assez indispensable pour qu'ils s'approprient la démarche, mais on précise bien aussi que le but n'est pas de faire, le diagnostic de vulnérabilité de leurs activités. C'est bien de travailler avec eux sur comment ils voient leur évolution, mais en fait, vous allez voir, enfin, pour tous ceux qui se lancent dans une démarche d'adaptation, ça suscite souvent beaucoup d'intérêt des acteurs du territoire, mais il ne faut pas se substituer faut pas se dire qu'on va faire le diagnostic de leur activité à leur place. C'est bien travailler ensemble pour récolter des données qui nous sont utiles à nous dans notre démarche d'adaptation. Sur le patrimoine naturel, hein, le patrimoine naturel, pourquoi on s'y intéresse? C'est la raison d'être de l'aire protégée. Et en fait, là, il va falloir voilà, bien valider la liste des objets d'analyse. Alors, on redit, hein, ça peut être des espèces, des habitats, des milieux, des fonctionnalités, des enjeux sur lesquels on va analyser, hein, les effets du changement climatique ou la vulnérabilité. Donc 2 niveaux d'analyse possibles et puis anticiper les nouveaux arrivants et identifier les premières pistes d'adaptation et bien sûr, prendre en compte s'il y a des interactions avec les autres composantes possibles. Alors là-dessus, hein, l'idée, c'est de dire aussi l'évaluation de la vulnérabilité du patrimoine naturel, elle est parfois très délicate parce qu'on peut manquer de données, hein. Évidemment, on va découvrir un certain nombre de choses au fur et à mesure que le changement climatique va se dérouler. Donc, c'est à cette étape-là, hein, souvent qu'on dit on est plutôt dans la prospective que dans l'étude scientifique. Il n'y a pas encore suffisamment de données scientifiques sur tous ces aspects-là, hein, mais ça n'empêche pas d'essayer d'arriver à imaginer ce qui peut se produire. Donc à ce moment-là, c'est important de croiser les dires d'experts, et la biblio, existante. Il faut, l'accepter et l'assumer. On est vraiment sur de la prospective. Sur la gestion, hein, l'idée, c'est de voir comment les outils et les moyens de gestion peuvent être impactés eux-mêmes, vos outils et moyens de gestion peuvent être impactés eux-mêmes par le changement climatique. On pense à outils et moyens de gestion, hein, ça peut être en fait, hein, si vous avez voilà, si vous faites du pâturage en régie ou des choses comme ça, et ben, à un moment ou à un autre, voilà, si vous avez des vaches, des chevaux, des choses comme ça, le changement climatique peut impacter, hein, ces animaux. Vous pouvez être amené à subir des canicules vous-même en tant que gestionnaire, et donc il faut voir comment vous allez adapter vos pratiques ou vos outils au changement climatique. Donc là encore, hein, faut regarder un peu quels sont les outils et moyens de gestion que vous allez analyser. Analyser en fait, hein, comment est-ce qu'ils vont être impactés par le changement climatique, soit en s'intéressant aux effets potentiels ou aux vulnérabilités, aux opportunités, parce qu'il peut y en avoir aussi, hein. Et puis une autre étape importante, hein, sur cette partie-là, c'est aussi d'analyser la pertinence de la gestion actuelle. Ce que vous pratiquez déjà, est-ce que c'est pertinent vis-à-vis des évolutions du changement climatique, enfin, du climat que vous avez anticipé? Et voilà, et c'est aussi un moment où on peut commencer à identifier un certain nombre de pistes d'adaptation. Voilà, ne pas négliger le fait que le changement climatique peut parfois remettre en cause les fondements même de l'aire protégée et sa gestion. Ça peut être parfois assez déstabilisant, donc il faut en avoir conscience et le savoir. L'étape suivante, bien sûr, hein, c'est l'adaptation de la gestion, et adapter la gestion, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est d'anticiper plutôt que de subir le changement climatique, hein. Donc ça va être d'abord de se choisir une stratégie d'adaptation. Souvent, on utilise un peu la métaphore du bateau qui a été développé, hein, au niveau des États-Unis pour la gestion des parcs nationaux américains, hein. Ils utilisent un peu cette métaphore vis-à-vis du changement climatique, hein. On peut essayer de résister aux changements qui se profilent avec le changement climatique. Ça tiendra un temps, mais voilà, c'est une stratégie possible. On peut essayer en fait, hein, de diriger, c'est-à-dire d'accompagner les changements qui vont se profiler sur le
sur votre aire protégée, où on peut à un moment décider en fait d'accepter que les changements vont se produire et laisser faire un peu. On va être un peu dans des donc ça, c'est ces 3 grandes possibilités face au changement climatique qui peuvent alimenter un peu votre stratégie d'adaptation. Sachant qu'une stratégie d'adaptation peut, sur une aire protégée, mixer les 3 possibilités, aussi bien décider à un moment de résister sur certains aspects, certaines zones, ou accepter sur d'autres zones ou diriger sur d'autres zones. Donc, mais c'est important d'avoir en tête un peu ces 3 piliers-là. La définition des actions d'adaptation, elle suit forcément la stratégie d'adaptation et pour ça, définir ces actions, il faut s'appuyer bien sûr sur les résultats du diagnostic de vulnérabilité, sur l'analyse de la gestion actuelle au regard du changement climatique, hein. Ça va alimenter vraiment les actions d'adaptation et puis les différentes trajectoires que pourront être produites dans le cadre du récit prospectif. Donc tout ça permet ensuite, hein, de définir un certain nombre de mesures d'adaptation et les mesures d'adaptation, en fait, ça peut être aussi bien des opérations de gestion que des outils de gestion. Ça peut être des actions d'amélioration des connaissances, des actions de gouvernance, de suivi, évaluation, de communication, de sensibilisation. En fait, le panel des actions possibles d'adaptation, il est très large. Voilà. Ce qu'on dit aussi souvent, hein, c'est que les mesures d'adaptation ne sont généralement pas révolutionnaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que les mesures d'adaptation soient des choses absolument innovantes. Ce sont souvent des mesures de gestion que vous pratiquez déjà. Simplement, l'objectif de ces mesures change et l'objectif devient l'adaptation au changement climatique. Étape suivante, l'étape de bilan et de capitalisation. Donc l'objectif de cette étape, hein, c'est, pourquoi? Parce qu'il faut en fait, hein, c'est l'idée de se faire une petite pause réflexive à la fin de la démarche pour, voir un peu en fait, hein, tout ce qu'on a, vécu à ce moment-là et puis pour produire des retours d'expérience, qui vont être précieux pour les autres qui vont se lancer. Donc l'idée, ça va être de faire le bilan de la démarche et quand on parle de bilan en fait, hein, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on a vécu? Pas seulement les résultats, mais aussi qu'est-ce qu'on a vécu en termes de démarche et puis de partager ce bilan avec la communauté. Sachant qu'on dit aussi, hein, souvent qu'il ne faut pas attendre cette phase pour partager les résultats avec vos collègues, les acteurs locaux, et bien quelque chose qu'il faut faire aussi tout au long du processus. Voilà, alors rapidement, je vous transmettrai, je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais voilà, quelques retours en fait, hein, des gestionnaires, qui ont vécu, tout ça, hein, voilà, qui disent: «Ah voilà, concernant le climat, les tendances régionales suffisent à comprendre ce qui va se passer. Concernant la démarche, il faut apprendre à renoncer, à ne pas tout faire tout de suite». Voilà, c'est vrai qu'il y a de la frustration dans l'élaboration du diagnostic de vulnérabilité, du fait qu'il faut travailler que sur certains objets au début. Mais finalement, voilà, il reste des incertitudes dans l'analyse, de la vulnérabilité de certains objets, mais on peut agir quand même. Il faut oser sortir de sa réserve, aller à la rencontre des acteurs du territoire, partager ensemble, la démarche, voilà, l'idée que, voilà, on a l'impression d'avoir fait le premier pas dans une démarche de long terme et c'est tout à fait ce qui se passe. C'est le début de quelque chose qui va se poursuivre. Voilà, bien accepter que la gestion est impactée par le changement climatique mais que le plan d'adaptation à la démarche, parfois on peut avoir l'impression, voilà, on ne va pas réussir à s'adapter, mais qu'il y a une lueur d'espoir dans tout ça et que en fait la démarche d'adaptation permet de comprendre comment on va passer à l'action. Rapidement, les principaux enseignements, de la démarche, hein. L'adaptation est un processus prospectif et itératif et on aime bien citer cette petite phrase qui dit que «L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare». Donc en fait, il faut accepter qu'on se projette dans le futur avec de nombreuses incertitudes, mais ça n'empêche pas d'agir en fait, hein. Ça surtout ne pas attendre d'avoir des certitudes, sur le changement climatique, on n'en aura pas, mais il faut agir, coûte que coûte. C'est un processus qui oblige à dézoomer dans le temps, dans l'espace. On se projette un peu plus en dehors de l'aire protégée, mais aussi intellectuellement, hein, parce que c'est, des questions complexes et d'interaction et c'est un travail qualitatif. On travaille sur des tendances et à dire d'experts, ce n'est pas une démarche scientifique. C'est un processus itératif, donc on revient souvent sur les résultats de l'adaptation, les résultats précédents et il n'y a pas de fin à l'adaptation. Enfin, on aime bien dire qu'une fois qu'on a chaussé ses lunettes changement climatique, en fait, une fois qu'on a, voilà, chaussé ces lunettes-là, elles ne vous quittent plus et vous pouvez, à chaque fois, continuer à envisager votre gestion à travers le prisme du changement climatique. C'est aussi un processus qui bouscule et ça, il ne faut pas le négliger, mais qui crée aussi des opportunités.
C'est un processus qui prend du temps, qui nécessite de monter en compétences, de sensibiliser en interne et en externe et de digérer les résultats à chaque grande étape et qui bouscule dans le sens où, en fait, hein, on traverse quand on se lance dans une démarche d'adaptation au changement climatique, hein, on traverse, on chemine et à travers différentes phases émotionnelles. Donc on reprend souvent ce modèle, hein, qui a été développé par une personne qui s'appelle, madame Kubler-Ross, qui parle en fait, hein, de ce processus de changement, de cette courbe du changement avec, hein, vous voyez, parfois un choc qu'on peut ressentir quand on comprend ce qui va se que le ce que le quand on comprend le changement climatique, déni, non, non, c'est pas ça qui va se passer. Il peut y avoir aussi des étapes de colère et puis de dépression quand on se rend compte un peu, voilà, de l'ampleur des changements qui vont survenir, à la fois en termes de climat, mais aussi sur l'air protégé. Une phase d'acceptation, et puis aussi, d'expérimentation, de décision et d'intégration, voilà, qui est ce qui est intéressant, hein, c'est que finalement, la première phase, hein, en rose pourrait correspondre finalement à l'immersion au cadrage, la dépression à ce que vous allez un peu traverser à travers une phase d'analyse prospective. Acceptation, puis expérimentation, c'est un peu ce que permet le plan d'adaptation et le bilan, qui permet de se rendre compte que oui, il y a des changements, mais on va pouvoir agir. C'est aussi, une source d'opportunité, hein, pour l'air protégé. Elle permet de développer de nouvelles connaissances, d'anticiper au lieu de subir et puis aussi de s'inscrire dans des dynamiques, internes différentes et aussi dans des dynamiques locales, de créer de nouveaux partenariats. Donc, il y a quand même aussi, vraiment des opportunités sur ce type de démarche. Un des enseignements importants, hein, c'est aussi, voilà, ce que ça change en matière de gestion. Hein, c'est qu'on voit bien qu'on va passer d'une gestion un peu moins patrimoniale, c'est-à-dire un peu moins axée sur les espèces, puisque, voilà, il va y avoir des grands mouvements, au sein des aires protégées, et sans doute sur une vision plus dynamique, hein, c'est-à-dire des milieux à l'échelle de l'aire protégée, des milieux et des espèces vont disparaître, vont se déplacer, d'autres vont aussi apparaître et les équilibres vont être modifiés. Donc il faut se préparer à ces disparitions, les documenter, ne pas hésiter à trouver des zones de report, mais se préparer aussi aux arrivées, et pour ça, pour se préparer aux arrivées, c'est, travailler sur des milieux plus fonctionnels avec des corridors écologiques et puis surveiller ce qui va se passer. Donc ça questionne bien sûr la gestion actuelle, hein, des objectifs aux opérations, et on pressent aussi, hein, que la vocation des aires protégées, peut de ne plus sim ne de peut ne plus être de simplement conserver ou uniquement conserver des espèces et des habitats qui ont justifié leur création, même si ça reste un objectif important, mais c'est aussi, de constituer des espaces de nature fonctionnels, hein, vraiment des espaces où la nature elle est fonctionnelle, qui va permettre justement, de préparer en fait l'adaptation au changement climatique de la nature et puis surtout de continuer à abriter une biodiversité importante, finalement, quelles que soient les espèces qui sont présentes. Voilà, en conclusion, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre, en vous inscrivant à la plateforme NatureAdapt, donc à naturadapt.com. Donc là, ça vous permet de rejoindre la communauté. Vous pouvez aussi via cette plateforme consulter l'ensemble de nos ressources, notamment toutes les productions, hein, des aires protégées, des 21 aires protégées qui sont déjà passées par la démarche NatureAdapt sont disponibles, hein, sur, l'outil Pearl Tree, qu'on a développé, aires protégées et changement climatique. Voilà. Et puis vous trouverez, hein, je vous transmettrai aussi le PowerPoint, hein, Serge, là, Oui. une petite vidéo qui présente en fait, hein, les témoignages qui présente en fait la démarche d'adaptation à travers les témoignages de 2 gestionnaires. Je ne vous la passe pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que j'ai déjà été trop longue et puis, voilà, un certain nombre de ressources à consulter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation bien détaillée de la démarche NatureAdapt, qui est une démarche indispensable dans la gestion de notre quotidien, que ce soit des aires protégées ou autres. Alors, est-ce que vous avez des questions à demander à Christine sur cette démarche, sur la méthode ou autre? N'hésitez pas. En tout cas, moi, j'en ai une première. J'ai une question simple, c'est est-ce que la démarche NatureAdapt va finalement sortir des aires protégées et devenir une méthode qui va devenir un peu transversale à un certain nombre de politiques publiques? Alors, transversal, je n'aurais pas ce niveau d'ambition, hein, parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, en termes de démarche, de méthodologie, de démarche d'adaptation plus
territoriales, hein. Il y en a quand même beaucoup qui existent, hein, que les collectivités peuvent utiliser. Je pense notamment à la méthode TACT développée par l'ADEME, hein, par exemple, avec qui on travaille, hein. On travaille avec l'ADEME, hein, notamment dans notre comité de déploiement pour créer du lien entre cette méthode qui existe, qui est plus pour les collectivités, et la démarche NatureAdapt. Après, c'est pas la méthode NatureAdapt, elle est adaptée aux aires protégées et aux milieux naturels. Elle va sortir forcément des aires protégées en tant que telles, c'est-à-dire qu'elle est aussi applicable pour la gestion de milieux naturels qui ne sont pas forcément protégés. C'est l'objectif aussi, hein. Après, voilà, pour des échelles plus territoriales, il y a d'autres méthodes qui existent. Après, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, pour les parcs naturels et régionaux qui ont travaillé avec nous, je pense ils ont utilisé cette méthode NatureAdapt sur leur patrimoine naturel, à l'échelle du patrimoine naturel, mais on pressent bien qu'ils ont l'intention aussi de l'utiliser de façon un peu plus sectorielle pour d'autres pans des missions des parcs naturels et régionaux. Donc c'est possible, ce n'est pas sa vocation première. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa vocation, c'est de toujours s'intéresser au milieu naturel, mais pas forcément que protéger. Merci Christine. Élodie, est-ce que tu veux poser ta question directement à Christine? Parce que je le vois dans le chat. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonjour. Oui, alors peut-être que l'information, elle est passée, j'ai loupé. Je voulais savoir, oui, je voulais connaître un peu la durée moyenne de la démarche. Bon, j'imagine que ça dépend aussi des aires protégées et des territoires. Ouais. Et puis voilà, je voulais après savoir s'il y avait éventuellement des prérequis, des données qu'il fallait peut-être avant avoir pour se lancer, et quelles étaient les structures éventuellement susceptibles de pouvoir voilà, accompagner les gestionnaires et les territoires dans la démarche qui a été présentée. Voilà, merci. Alors, sur la démarche, en fait, hein, ce que je l'ai dit, mais effectivement, je pense que c'est à chaque structure j'allais dire, de définir un peu les moyens qu'elle peut allouer à une démarche d'adaptation, sachant que, comme on l'a dit, hein, ça commence, mais c'est pas, enfin, faut l'envisager sur le long terme, hein, y compris passer par un diagnostic de vulnérabilité. On peut commencer un diagnostic de vulnérabilité sur quelques éléments, quelques objets, puis développer, inscrire ensuite dans son plan d'adaptation qu'on va continuer sa démarche de diagnostic sur d'autres éléments de l'aire protégée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est itératif, mais ça vaut aussi pour le fait voilà, de la façon de la dimensionner. On estime qu'il faut entre 50 et 80 jours. En tout cas, c'est le temps qu'on avait imaginé, hein, pendant la phase de test. Les 15 sites tests ont eu, on leur a demandé 50 jours de tester si la démarche était faisable en 50 jours. Clairement, il est ressorti, il y a des sites qui ont réussi à le faire en 50 jours. Il me semble que François, toi, tu fais partie des sites qui ont réussi à le faire en 50 jours, et il y a d'autres sites pour qui ça a été bien plus long, et ça dépend effectivement, hein, du type d'aire protégée et bien sûr de l'échelle du territoire concerné. Mais voilà, on estime entre 50 et 80 jours à peu près de temps de travail à répartir sur 10 à 12 mois. Voilà, après, sur les structures qui peuvent accompagner, hein, pour l'instant, on va terminer, donc le live va se terminer dans peu de temps. On sait qu'au sein de RNF, on veut développer, hein, de l'accompagnement notamment, hein, pour leur RNF, pour notre réseau, hein, en termes de aider les réserves à mettre en place ce type de démarche. Ça peut dépasser bien sûr ce type, enfin les réserves, hein, en termes d'accompagnement. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir je pense que typiquement, maintenant que le Seine Centre Val de Loire, il y a d'autres conservatoires, hein, qui sont passés par la démarche NatureAdapt, ils peuvent aussi sans doute développer aussi une forme d'accompagnement des acteurs sur ce type-là. Le guide méthodologique pour la mise en place de la démarche NatureAdapt sera prochainement disponible. Il sera disponible pour tous. Et il y a le Cook, hein, donc ce que je disais, la formation NatureAdapt, donc qui est un Cook, donc une formation en ligne, accompagnée, animée quand même, hein, que nous on accompagne et on anime, hein, qui permet chaque année, alors on espère un peu plus que 50, mais en tout cas l'objectif ça va être d'avoir 1 session à 2 sessions par an pour former 50 gestionnaires par an qui auront
suivi la démarche et puis le guide à disposition. Vous voyez, les possibilités d'accompagnement, à mon avis, elles existent et elles sont multiples. Merci Christine. Pierre, tu veux poser une question? Bonjour Pierre. Oui, bonjour à vous, merci. Merci pour la présentation. Donc voilà, je voulais évidemment remercier et saluer l'initiative et le travail qui a été fait. Évidemment, pour les gestionnaires, notamment de type conservatoire d'espaces naturels, les enjeux sont majeurs, mais la difficulté, c'est d'arriver à reproduire de telles méthodologies qui prennent un temps important sur un nombre de sites beaucoup plus important, puisqu'on n'est pas effectivement dans des aires protégées de type réserve naturelle régionale ou nationale, où on peut disposer de conservateurs qui ont peut-être un petit peu plus de temps à consacrer à leur site. Et du coup, je trouve très intéressant, mais je crois que vous le présenterez après, François et Serge, la démarche un peu sur une approche multisite ou groupe de sites fonctionnels qui, je pense, peut être déployé. François, j'avais l'occasion de voir ta présentation dans un rassemblement des gestionnaires de zones humides du bassin de la Loire. C'est certainement une approche à développer et puis peut-être réfléchir aussi à des approches de mutualisation entre différents gestionnaires à l'échelle de territoires sur lesquels, en tout cas pour les premières parties, là, sur le récit climatique, peut-être que c'est des choses qui peuvent être mutualisées à l'échelle de territoires homogènes, quoi. Et voilà. Donc, Tout à fait. J'allais dire ça en fait. C'est sûr que quand on dit, quand on dit que les tendances suffisent, c'est vrai qu'un récit climatique à une échelle un petit peu, il peut s'adapter à plusieurs sites si vous avez des entités qui sont proches. Et ça fait souvent gagner un peu de temps. Parce que ce que je disais pendant la phase de méthodo, c'est souvent un peu ce qu'il y a de difficile s'immerger en tout cas, les sites expérimentaux, les sites pilotes, eux, ils ont passé beaucoup de temps à débroussailler ça. C'était les premiers, il a fallu, voilà. Mais on sent bien que là-dessus, il y a un levier, c'est-à-dire que effectivement, les tendances suffisent, donc on n'est pas obligé d'y passer trop de temps non plus. Et puis, une fois que c'est fait quelque part, il ne faut pas hésiter à reprendre. On a le cas, par exemple, de la réserve de Six-Passy qui a fait son récit climatique détaillé qu'il a transmis à la réserve de Passy en face. Donc oui, c'est un gain de temps notable. Et à mon avis, c'est un levier, ça, oui, tout à fait, pour gagner du temps. Oh. Et c'est pareil, je le dis aussi, la méthodo, elle propose quand même deux. Il y a une version un peu détaillée avec l'analyse de la vulnérabilité, où là, on est sur des concepts à manier qui peuvent être un peu plus pointus, qui vont nécessiter d'y passer plus de temps. Mais il y a aussi la version simplifiée avec simplement des questionnements sur les effets potentiels. Et ça, déjà, ça fait aussi gagner du temps. Donc, vraiment possibilité d'adapter en fonction de ses moyens. Merci Christine. Claude Lancrenon, vous avez une question? Oui, j'ai une question par rapport à l'appréciation qu'a France Entière, les agences de l'eau par rapport à cette approche méthodologique. Votre question, est-ce que les agences de l'eau ont un avis sur notre méthodologie? Oui, est-ce qu'elles l'intègrent dans leur… comment ça se passe? Alors, en fait, les agences de l'eau, elles ont toutes fait déjà à l'échelle de leur bassin, alors à l'échelle de très grands bassins, elles ont déjà toutes fait leur diagnostic de vulnérabilité, leur plan d'adaptation, avec un temps d'avance par rapport à… je pense que c'est important de le souligner. Je pense que quand nous, on a démarré en 2018, on s'est quand même assez vite aperçu qu'en termes de gestion des espaces, des milieux naturels, on avait un peu de retard sur ces questions de démarche d'adaptation. Donc, les agences de l'eau, elles ont déjà fait leur diagnostic souvent. Après, avec leur propre méthode, et ce qui est souvent, je pense, ce que vous voulez voir, vous, c'est probablement quel lien sur les milieux naturels. Effectivement, le manque qu'il peut y avoir, c'est… elles intègrent forcément les milieux naturels dans leur diagnostic de vulnérabilité, mais pas forcément dans le sens que c'est un compartiment à prendre en compte, mais pas toujours dans le sens que ce compartiment est lui-même vulnérable au changement climatique. Je ne sais pas si je suis claire. On parle beaucoup de solutions d'adaptation. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de ça, mais les agences de l'eau parlent beaucoup de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Pour dire il faut préserver les milieux naturels, où il faut recréer, restaurer, renaturer, mais sans se dire dans le même temps, ces milieux naturels sont eux-mêmes soumis au changement climatique. Donc effectivement, il y a encore dans notre travail, dans le travail à faire, ça va être de croiser beaucoup
nos propres démarches d'adaptation. C'est pour ça que je disais en préambule que c'est quelque chose d'essentiel d'aller à la rencontre des acteurs du territoire pour bien porter ce message-là, de dire, voilà, nous, on a une démarche d'adaptation qui est sur c'est quoi la vulnérabilité du patrimoine naturel et c'est quoi l'adaptation à mettre en place pour ce patrimoine naturel. Et ça, il va falloir aller le croiser avec les autres démarches. Merci. Moi, j'ai l'impression que… Ça va se développer, il n'y a pas de… Oui, c'est très axé, leur politique, sur un axe qui est la notion de continuité écologique, mais qui ne prend pas en compte la diversité écologique des territoires concernés. Il n'y a pas que l'eau, pour résumer, il n'y a pas que l'eau, même si c'est fondamental, mais il y a aussi les autres espèces végétales et autres à prendre en compte dans cette dynamique de vulnérabilité. Ouais. Je pense que ça va être un enjeu majeur sur les questions de ressources en eau à l'avenir. Dans la démarche et puis les sites, là, ce qu'on voit aussi beaucoup ressortir, c'est l'idée de… Moi, je le formulerai un peu différemment, mais quelque chose qui va arriver effectivement sur la répartition de la ressource en eau, compte tenu des raréfactions à venir, c'est de faire entendre la voix des milieux naturels. C'est-à-dire de dire les milieux naturels ont besoin d'eau et il faut considérer, quand on fait une étude à l'échelle d'un bassin versant, c'est considérer aussi c'est quoi les besoins des milieux naturels. Et parce qu'on n'aura pas de milieu, on n'aura pas d'adaptation au changement climatique sans milieu naturel fonctionnel, ça c'est essentiel. Et pour qu'il soit fonctionnel, il faut pas qu'on leur enlève l'eau, quoi. Ou en tout cas, il faut qu'on tienne compte de ce des milieux naturels quand on fait des bilans à l'échelle d'un territoire. Merci, mais oui, il y a des enjeux majeurs là-dessus à venir. Ouais. Merci Christine. On va passer à la présentation suivante d'application de la démarche justement sur un ensemble de sites du conservatoire. Je vais laisser la parole à François. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, François. Voilà, donc je vais présenter. Tout le monde m'entend, ça va? Nickel, François. Nickel. Je vais présenter la démarche qu'on a fait au niveau du Val de Sully. Donc, c'est un site situé au niveau de la Loire moyenne, entre Gien et Orléans. Donc, voilà tous les sites. On a un certain nombre, on a disons 10 sites sur l'ensemble de la Loire. Donc, c'est des sites qui sont caractérisés par des sols sableux, des dépôts alluvionnaires, et donc qui sont composés de boisements, de pelouse sur sable, prairies sur sable, et donc de milieux aquatiques évidemment. Donc voilà. Donc on a réalisé sur ces 10 sites plans de gestion. Donc on définit en fait nos actions sur un pas de temps de 10 ans. L'ensemble des sites représente 558 hectares. On a 8 habitats naturels sur liste rouge régionale, 121 espèces végétales et animales sur liste rouge régionale, donc c'est des milieux qui sont au niveau de biodiversité extrêmement riche. 52% de la surface est occupée par des boisements alluviaux, ce qui caractérise beaucoup les milieux, et 33% par des milieux herbacés, dont des pelouses sur sable, qui sont particulièrement rares, donc on le voit sur la photo, sur des pelouses à corynéfores, et 9% de milieux aquatiques. Donc, milieu aquatique, ça peut être des annexes fluviales, des mares, alimentées par la nappe alluviale, donc des points d'eau, etc. Donc, on a dans la démarche Life Nature Adapt, on a fait une première analyse de l'évolution récente du climat, donc pour voir un petit peu dans quel contexte on se situe en région Centre-Val de Loire. Donc, on constate quand même que sur la base de l'analyse qu'on a faite, alors nous, pour analyser le climat, on s'est basé sur climat HD, Trias, donc qui a présenté Christine. Et puis, j'ai trouvé aussi un document qui a été produit par la Chambre régionale d'agriculture, qui s'appelle Oracle, donc à destination du monde agricole, et qui résume très très bien, département par département, l'évolution climatique, et qui est un document extrêmement précieux, et qui est en plus réactualisé. Moi, j'étais parti sur un document de 2019, et donc il a été réactualisé en 2022, et donc c'est des documents qui sont précieux pour faire une analyse climatique. Voilà, donc dans le Loiret, l'augmentation de la température annuelle sur la période de 58 ans est plus 0,28
degrés par décennie, donc ça fait un total de 1,63 degrés. Donc c'est dans la moyenne un petit peu de ce qui se passe dans les régions de plaine. Et on constate quand même une forte augmentation du nombre de journées chaudes. Donc c'est supérieur à 24 degrés, 2 à 6 jours par décennie. Donc ça c'est un élément important. Et donc, nous, on a aussi une évolution de l'évapotranspiration. Donc, grâce au document qui est produit d'ailleurs par les chambres d'agriculture, on a une analyse de l'évapotranspiration et donc la tendance qui est donnée. Donc là, on constate quand même qu'on a une augmentation par décennie automnale de moins 24 mm en 58 ans au niveau de l'automne et moins 40 mm en 58 ans au niveau de l'été. Donc, on constate qu'on a une tendance à un stress hydrique important pour les végétaux qui augmente. Et puis les débits moyens de la Loire sont en diminution significative de 20 à 50% depuis 1959. Donc ça, c'est des éléments qui vont avoir un impact assez important sur la végétation. Donc le climat futur, donc ça c'est une projection avec surtout les modèles que produit Météo France. Donc on va avoir une augmentation de près de 4 degrés pour les moyennes de température de l'air au mois d'août, hein, c'est ce qui est prévu. Donc d'ici 2050, entre 2050 et 2100. Le débit moyen des cours d'eau devrait baisser de 10 à 40%. Et puis la recharge des nappes souterraines serait également affectée avec une baisse comprise entre 25 et 30% à l'horizon de 2070. Donc globalement, on aurait sur les hivers plus fréquents, beaucoup moins fréquentes au printemps. Actuellement sur la Loire, on avait des crues qui étaient importantes au mois de mai, c'est habituellement là où on avait les plus de précipitations. Or aujourd'hui, on constate qu'on a plutôt des étiages dès le mois de mai. Donc, c'est complètement différent de ce qui se passait ne serait-ce qu'il y a 10 ans, en fait. Donc, ça évolue assez vite. Et on constate aussi qu'en automne, on aura des crues moins fréquentes et plus tardives. Et parallèlement, les étiages vont être plus précoces, plus sévères et surtout plus longs. Et ça, on constate déjà, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est réel pour nous, on le voit, et surtout en 2022. Et donc, l'évapotranspiration annuelle pourrait augmenter de 15 à 30%. Donc, ça veut dire que le stress hydrique des plantes va aller en croissance. Voilà un petit peu pour le résumé de ce que nous, on a analysé au niveau du climat. Alors là-dedans, on a des habitats qui essaient de survivre, qui essaient de se développer, de s'adapter, comme la forêt alluviale, qui est vraiment l'habitat représentatif de l'ensemble des sites qu'on a, hein, qui est plus de la moitié de la surface. On a des prairies mésophiles, donc qui représentent à peu près 30% des surfaces et qui sont surtout des prairies à bois névé, chiens dents aussi, des pelouses sur sable, donc qui sont les habitats les plus patrimoniaux, puisque c'est dans ces habitats-là qu'on a quand même beaucoup d'espèces patrimoniales, qui représentent 52 hectares, 8,91% de surface d'habitat en jeu. Donc c'est vraiment les habitats phares, avec les milieux humides également, puisqu'on a des végétations aquatiques, des mares et des bras d'eau. Mais sur des surfaces beaucoup plus faibles. Hein. Voilà. Alors, ces milieux aquatiques sont effectivement les plus exposés au changement climatique. Voilà. Donc, pour évaluer la vulnérabilité, nous, on a pris tous ces habitats-là. Alors, l'avantage, c'est qu'on a déjà des plans de gestion. Donc, on a listé tous les habitats. On a fait une synthèse à l'échelle des 10 sites. Et puis également, bon, on avait identifié aussi les facteurs d'influence de ces habitats dans nos plans de gestion. Donc des facteurs d'influence humains et des facteurs d'influence naturels. Hein. Et donc, pour évaluer un petit peu l'action de ces différents facteurs par rapport donc, au changement climatique, on a établi un système de notation pour chacun des facteurs et chaque habitat, donc de manière à hiérarchiser un petit peu la vulnérabilité de chaque habitat par rapport à ces facteurs-là. Donc on a une note 1 qu'on avait identifiée comme facteur peu dégradant, n'interférant pas avec l'état de conservation, une note 2 pour identifier les facteurs dégradants à moyen terme, et 3 des facteurs très dégradants, plutôt à court terme. Et il y a des cas de figure où on ne sait pas trop donner, on ne sait pas trop identifier la dégradation ou l'impact de certains facteurs.
Et puis finalement, donc la somme des notes des facteurs de dégradation pour chaque habitat indique le niveau de vulnérabilité. Donc plus la note est élevée, plus la vulnérabilité est importante pour l'habitat face au changement climatique. Alors, pour donner des précisions, on est parti sur une analyse par habitat et pas par espèce. Parce que pour nous, ça semblait plus pertinent, puisque bon, on a des habitats quand même patrimoniaux. Et puis les espèces, il y en a beaucoup. Et puis il y a beaucoup de changements dans les espèces. On a des espèces qui remontent du sud, d'autres qui disparaissent. Mais en fait, les habitats, le but, c'était de voir un petit peu si ces habitats-là pouvaient conserver une fonctionnalité dans le cadre du changement climatique, ou si tout simplement, ils pouvaient éventuellement disparaître. Parce que c'est aussi ça qui joue. Donc voilà. Donc les principaux facteurs naturels qu'on avait identifiés dans l'impact sur les habitats, donc la dynamique de la végétation lumineuse, donc le ralentissement de l'expansion des végétations arbustives, donc c'est un peu ce qu'on constate avec les sécheresses notamment, le stress hydrique, la dynamique d'espèces végétales invasives, donc pression accrue des espèces végétales sur les milieux herbacés, donc on a le cas par exemple sur la Loire de l'expansion de la Jussie qui a carrément explosé, et surtout en 2022, favorisé par des niveaux d'eau très bas, une augmentation de la température de l'eau, par exemple. La précocité des sécheresses, la fréquence accrue des canicules et des sécheresses qui augmente le stress hydrique sur la végétation. Le développement des populations de sangliers, donc qui perturbe aussi la végétation herbacée, qui peuvent exposer des systèmes racinaires, des milieux un peu plus à des conditions climatiques extrêmes. Alors, il faut savoir quand même que nous, on est sur des sols sableux. Donc, sur les sols sableux, ben, la température en été monte très très haut. Donc, on peut avoir des températures de 65-70 degrés au sol. Donc, voilà, pour la végétation, ça peut être très stressant. L'enfoncement du lit de la Loire, donc qui n'est pas récent, hein, mais qui est un élément qu'il faut prendre en compte, important, donc avec la déconnexion des habitats de la nappe alluviale, c'est-à-dire qu'on a une nappe alluviale et un système alluvial qui s'enfonce. Donc, ça déconnecte effectivement certaines formations végétales qui n'arrivent plus à accéder à l'eau, surtout en période d'étiage. Le débit d'étiage précoce, donc, qui est un assèchement des mares, contribution à l'abaissement de la nappe alluviale. Donc, ça, ces éléments, c'est effectivement ce qu'on constate, beaucoup de mares alluviales qui n'arrivent plus à se remplir. Donc, voilà, qui ont tendance plutôt à s'assécher de plus en plus tôt. Et la baisse du niveau de la nappe, qui est très liée avec l'alimentation de ces points d'eau, et également la hausse de la température de l'eau, donc qui est accentuée également par des niveaux d'eau très bas et des étiages qui se prolongent. Voilà, donc c'est un petit peu les principaux facteurs naturels qu'on identifie nous sur nos sites, pour résumer. À côté de ça, il y a des facteurs humains, donc qui interagissent, hein, qui dépendent les uns des autres. Hein. Donc, par exemple, la céréaliculture dans le Val, on est dans une zone hein, où il y a, dans le Val-de-Loire, il y a beaucoup de céréaliculture hein, qui jouxtent nos sites. Donc, on a quand même un prélèvement d'eau important dans la nappe pour l'irrigation, hein, puisque ce sont surtout des céréales. L'élevage, donc on a peu d'éleveurs, hein, mais les peu d'éleveurs qui là sont confrontés à des problématiques comme la baisse de la ressource végétale et des points d'eau. Donc nous, on a des sites qu'on fait pâturer. Donc on entretient par fauche ou par pâturage. Et donc la ressource végétale va évoluer, hein, moins de production de foin, par exemple, hein, dans les prairies de fauche, ou végétation qui sèche très vite. Donc c'est moins appétant pour les animaux, c'est plus difficile à gérer pour l'éleveur. Donc on a des sites qui vont devenir beaucoup moins attractifs pour les éleveurs. Les travaux d'entretien des bancs de sable par les services de l'État, puisqu'on est dans un site où on est sur le domaine public fluvial. Donc l'État intervient pour favoriser l'écoulement des eaux en cas de crue à des fins de protection des populations. Donc on crée des restaurations et l'entretien des annexes fluviales, on élargit des annexes pour favoriser l'écoulement des eaux en cas de crue. Donc ça, c'est des éléments aussi qui vont jouer sur la dynamique végétale, la dynamique des végétations. Et puis le soutien d'étiage, donc limite les perturbations naturelles, donc pas de variation, peu de variation des niveaux d'eau. On a des soutiens d'étiage qui ont tendance à être de plus en plus bas parce que derrière, ils sont de plus en plus longs. Donc il faut pouvoir alimenter en eau suffisamment longtemps.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce soutien d'étiage favorise aussi l'expansion des herbiers ici, puisqu'on a une température de l'eau qui va augmenter, et puis on a, je veux dire, des conditions tropicales qui deviennent tropicales et qui sont extrêmement favorables à la Jussie, qui, elle, est une plante tropicale. Donc on a cet exemple-là, mais on a d'autres avec d'autres espèces, mais bon, c'est l'élément qui marque les esprits, surtout en 2022, on a vu une explosion de cette espèce-là. La fréquentation par le public, c'est un autre élément, puisqu'on peut avoir des augmentations de pression tropique sur certains milieux, qui sont faciles d'accès, par exemple, ou qui sont attractifs pour les gens. Évidemment, il y a le risque de feu, avec l'assèchement, les périodes de sèche très longues, notamment dans les milieux boisés. Et bien évidemment, quand on augmente la fréquentation, on augmente aussi potentiellement le risque de feu qui peut provenir aussi de déchets qui sont déposés, etc. Donc ça aussi, c'est un élément important, voilà, qu'on intègre dans notre réflexion. Alors, par rapport à ce que je disais, ben, quand on commence à mouliner tout ça avec notre système de notation, où effectivement, le résultat va donner qu'effectivement, on a des milieux qui sont beaucoup plus sensibles, donc en rouge, donc les boisements alluviaux, les prairies humides de Fauche, puisqu'on a un site qui est fauché avec des prairies humides qui sont alimentées par des sources. Donc, tous les milieux qui sont alimentés par des sources sont quand même très vulnérables. Végétation aquatique des mares et des bras d'eau. Donc, c'est des milieux qui sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique. De façon plus secondaire, il y a les prairies mésophiles de Fauche sur sable, donc, qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter, et les végétations herbacées humides. Par contre, nous, sur les habitats en jeu, comme les pelouses sur sable, pelouses acorinéformes, végétation pionnière, on a des milieux qui sont beaucoup plus adaptés au changement climatique, avec beaucoup d'espèces annuelles, des espèces qui ont des cycles courts et donc qui sont beaucoup plus, comment dire, adaptées aux périodes de sécheresse, notamment. Voilà, donc, nous, au niveau du conservatoire, pour la gestion de nos sites, tous ces phénomènes-là vont avoir un impact assez important, notamment pour la gestion des milieux herbacés. Les conséquences, donc, c'est une baisse d'attractivité des prairies naturelles pour les éleveurs, donc car peu productives, pour une exploitation par fauche ou par pâturage. Une forte variabilité de la production d'une année à l'autre, donc on peut se trouver dans des périodes d'instabilité, on ne sait pas trop comment se projeter, l'éleveur ne sait pas trop sur quoi il va tomber. Nous, par exemple, là, cette année, on a un site qu'on n'a pas pu faire pâturer parce qu'il était trop sec. L'éleveur n'a pas voulu venir parce que, comme sur la Borde-Loire, on fait du pâturage en enclos mobile et que, bon, si les animaux ont décidé de sortir, ils peuvent très bien sortir et que quand il n'y a pas assez de ressources alimentaires, eh bien, ils ont tendance à sauter les clôtures. Donc, voilà, ça pose un problème parce qu'on a des milieux trop secs. Le printemps, il est trop sec. Nécessité de trouver des surfaces complémentaires. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir plus de surface pour, disons, intéresser un éleveur. Donc, nous, dans le contexte du Val de Sully, pose un problème parce qu'on a très peu de prairies. Donc, on est limité par les surfaces. Donc, là, voilà, c'est un élément important pour nous. Nécessité d'une surveillance active du troupeau. Donc, évidemment, quand on a des risques que les animaux sortent de leur enclos parce qu'ils n'ont plus assez à manger ou que derrière, ben, ça suppose qu'il faut être plus souvent sur place. Donc, et puis il y a aussi l'accès à l'eau, qui pose un vrai problème, parce qu'on peut avoir des points d'eau qui s'assèchent. Donc, plus d'accès à l'eau pour les animaux, il faut apporter des tonnes à eau. Donc, en termes de maintenance et de manutention, ça demande beaucoup plus de temps. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent limiter, disons, l'attrait des sites pour des éleveurs. Et en plus, on est dans un contexte, dans le Loiret, on n'a pas beaucoup d'éleveurs, on n'est pas beaucoup comme en montagne, on a très peu d'éleveurs, donc voilà, ça nous pose question. Voilà, ça nous pose question. Après, sur certains milieux comme les pelouses, comme on a une dynamique de végétation qui va être ralentie, eh bien, peut-être qu'il ne sera pas nécessaire forcément d'entretenir ces milieux herbacés tous les ans, comme on le faisait auparavant. Parce que derrière,
on va avoir des milieux qui vont se développer. Il est possible d'ailleurs que les pelouses profitent des sécheresses au détriment des prairies et qu'elles s'étendent aussi. Donc ça, on peut avoir des dynamiques complètement inverses à ce qu'on a constaté jusqu'à présent. Voilà. On a aussi dans le lit de la Loire, notamment sur le domaine public fluvial, donc une pression anthropique plus importante. Donc avec le réchauffement climatique, alors pour que les habitats réussissent à trouver un peu d'eau, ils vont devoir aller un peu plus bas, vu que le lit de la Loire s'est enfoncé, on a certains habitats qui sont un peu perchés par rapport à la ressource en eau. On peut avoir des habitats qui glissent et qui vont se développer plus dans le lit de la rivière, donc dans des endroits où l'eau est plus accessible. Donc ça, c'est des éléments voilà, qui pourraient se développer, notamment pour la flore alluviale. Bon, sauf que bon, on a une compétition entre les végétations aquatiques spontanées et les herbivores, puisqu'on a une explosion des herbivores. Donc on a des groupements, des associations végétales qui sont en compétition. On a un soutien des tâches qui supprime les perturbations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont également favorables à la Russie. Et puis on a certaines annexes fluviales qui sont aussi surdimensionnées, puisqu'on a moins de crues. On a plus de dépôts de sableux qui stagnent dans les annexes fluviales, qui ne sont pas remobilisés par des crues importantes. Et donc, on assiste à des ensablements de mares temporaires, de milieux humides, de zones de fret pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Donc, on a un peu ce système-là qui se met en place, mais qui est aussi lié aux effets du réchauffement climatique. Donc, voilà, c'est des facteurs qui interagissent les uns avec les autres. Et donc, on a aussi une pression anthropique plus importante dans les équipes, difficulté de localiser les boisements alluviaux connectés avec la nappe dans les par rapport aux objectifs donc, de l'État, parce qu'en fait, là, on est confronté au fait que l'État veut avoir des milieux ouverts, favorise l'écoulement des eaux, et donc c'est pas forcément compatible avec le maintien de milieux boisés au sein du lit dans des zones plus favorables pour les boisements, pour leur développement et surtout en contact avec l'eau. Donc, nous, la proposition d'adaptation qu'on a un petit peu, c'est schématique, donc définir les enjeux dans le lit actif en concertation avec les services de l'État pour favoriser le boisement alluviaux bien connecté. Donc, c'est une négociation qu'il faudra mener, pour voir un peu ce qui est possible de faire. Favoriser une remise en suspension des sables plus favorable aux milieux aquatiques, temporaires, dans les certaines annexes fluviales, donc limiter ces accumulations de sable importantes qui colmatent les milieux humides, qui pourraient être plus fonctionnels parce que plus bas topographiquement, et puis se laisser la possibilité de planter des essences forestières provenant de milieux plus méridionaux. Alors ça, c'est plutôt une option plus interventionniste, et donc qu'il ne faut pas mettre de côté, avec des essences, des individus qui proviennent de zones méridionales, par exemple, qui peuvent être plus adaptés au changement climatique. Voilà un petit peu schématiquement ce que ça peut donner. Donc, avec effectivement, ce que je disais, une migration de la flore alluviale dans des zones plus basses. Le trait rouge indique en bas le 40 mètres cubes secondes, les niveaux d'étiage qui sont projetés. Donc, ça veut dire les niveaux d'étiage, enfin les soutiens d'étiage qui sont beaucoup plus bas que ceux qui sont pratiqués actuellement. Et donc, ils vont avoir une conséquence de faire baisser un peu plus le niveau de la nappe et surtout faire localiser les zones humides sur un espace plus restreint. Voilà. Et donc après, on a tout un volet qui est sensibilisation et accueil du public. Donc avec effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un risque supplémentaire avec la fréquentation, donc, notamment par rapport au risque à coup de départ de feu. Aussi, donc une fréquentation peut-être plus importante des bords de Loire, au moins à certains endroits, parce qu'évidemment, si on a des temps plus chauds, si on a des zones aussi accessibles, ben les gens vont avoir tendance à venir vers l'eau, aller vers. Donc, on peut avoir des fréquentations à certains endroits plus importantes. Donc, la proposition d'adaptation que nous on a faite là-dessus, c'était de développer l'information, la sensibilisation du public et des scolaires sur le risque de feu, d'une part.
évaluer le risque de feu sur les sites du conservatoire, pas seulement sur le Val de Sully, parce que c'est un problème qui concerne un peu partout en région. Et puis, l'interdiction de fréquentation de certains sites en période de risque de feu, un peu comme ce qui se passe dans le midi de la France, où vraiment on n'évacue pas cette possibilité-là. Limiter drastiquement l'accès aux véhicules motorisés sur les bords de Loire, parce qu'on a une corrélation assez étroite entre la fréquentation et la possibilité d'accès en voiture. Mieux encadrer la pratique de canoë en période de risque de feu, donc ça c'est de l'information sensibilisation. Renforcer la réglementation, point d'interrogation, donc ça c'est des questions qu'on pose. Et voilà. À côté, donc, pour conclure, donc la conservation, ça signifie maintenir au mieux les habitats dans leur état et leur localisation actuelle, en ajustant de nombreuses actions de gestion. Donc c'est un petit peu l'option qu'on peut avoir, jusqu'à ce que les habitats présentent des signes tangibles de dégradation sous conditions climatiques. Donc le but du jeu, c'est de voir comment les choses évoluent, et puis de voir, il y a des habitats qui vont en profiter, hein, comme je le disais, les pelouses sur sable, donc qui sont quand même des habitats hautement patrimoniaux, à forte valeur patrimoniale. C'est des habitats qui vont sans doute, probablement, profiter de ces conditions-là. Par contre, les forêts alluviales, les points d'eau vont souffrir. Et on a des habitats qui vont peut-être disparaître. Hein. Ça, c'est le risque. Et pour une conservation dynamique, donc là, c'est notamment pour les forêts alluviales, où effectivement, on cherche à développer des boisements dans le lit de la Loire, dans des zones plus basses topographiquement. Donc les conditions stationnelles seront évidemment plus adaptées. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont en réflexion, qu'on peut développer, mais qu'on va devoir développer avec les services de l'État, puisque la Loire, beaucoup de nos sites sont sur le domaine public fluvial. Donc ça va être des discussions. Et en termes de perspective, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'anticiper les changements à venir en adaptant nos pratiques de restauration et d'entretien de nos sites, ainsi que les projets d'ouverture au public. Alors l'adaptation, ça veut dire aussi ne rien faire, parce qu'on n'évacue pas l'hypothèse de se dire, il y a des sites qui ne nécessiteront pas forcément une intervention, comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Parce qu'en fait, on a des milieux, comme les pelouses, qui vont évoluer lentement, qui ne vont pas se développer, on va avoir une dynamique végétale qui va être ralentie, voire qui va être complètement stoppée. Donc on a des habitats qui ne vont pas forcément nécessiter une intervention annuelle ou fréquente, comme on l'a fait jusqu'à présent. Sensibiliser les acteurs du territoire au bouleversement de nos paysages, donc ça c'est de l'information, sensibilisation, intégrer la démarche NatureAdapt à l'échelle du réseau de sites et des habitats en jeu, donc développer ça sur d'autres sites du conservatoire, et inclure cette problématique dans le prochain pacte. Alors ça c'est la stratégie des conservatoires, donc nous c'est notre feuille de route pour 2023-2027, et puis adapter la stratégie de maîtrise foncière. Alors, nous comme le conservatoire, on fait de la maîtrise d'usage, on peut acheter du terrain, etc. Bien évidemment, on devra se poser la question, de savoir, quand on achète une zone humide ou qu'on est intéressé par une zone humide, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir dans les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années. Donc ça peut influer énormément l'adaptation et la stratégie, notamment de la maîtrise foncière qu'on réalise à l'échelle de la région, pas seulement au niveau du site de Val de Sully. Voilà. Bon, c'est terminé. C'est fini, François? Ouais, c'est fini. Merci beaucoup, François. Ouais. Écoutez, on va passer aux questions. Je veux bien que tu départages arrête ton partage. Damien, tu avais une question déjà dans le chat que tu peux poser directement à François, si tu veux. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je travaille sur la réserve naturelle de Saint-Mémin, juste à la Val d'Orléans, donc pas bien loin de vos sites. Donc forcément intéressé par cette démarche. Je me demandais sur les boisements alluviaux, est-ce que vous aviez pu différencier dans vos habitats les forêts qui sont déjà un petit peu déconnectées de la nappe, forêts à bois dur, et puis celles qui sont dans le lit de la Loire, sous les peupleraies, qui réalisent peut-être pas forcément pareil. Tu parlais de glissement. C'est vrai que sur les forêts plus anciennes, forcément, c'est un peu plus complexe. Alors
On a beaucoup de soleil peuplerets. Je veux dire, la grande majorité de nos boisements, enfin, c'est de la soleil peuplerets. Après, on a des boisements chênais qui sont, hormis chênais freinés, qui sont très localisés. Donc, c'est des habitats où on a moins de recul. Sur la soleil peuplerets, on voit ce qui se passe. Hein. On a une déconnexion. Alors, c'est un boisement assez jeune, hein, même si on a des vieux sujets de peupliers, mais pour le coup, nous, sur les sites qu'on a, hein, du Val de Sully là, on a très peu de forêts de boisements secondaires. C'est surtout des soleils peuplerets. Donc, nous, la problématique, on l'a par rapport à cet habitat forestier, mais disons que c'est sûr que sur les chênais, alors on va avoir des soucis plus importants même, parce qu'en fait, on ne pourra pas les déplacer plus bas. La soleil peuplerets, c'est une végétation pionnière qui va se développer, qui peut se développer dans le lit facilement. Mais la chênaie, là, vu la vitesse où vont le changement climatique, on va perdre les chênaies qui sont en place, hein, sur les bancs de sable plus en hauteur. Donc, et on risque d'avoir du mal à la maintenir dans le temps, quoi. Mais c'est vrai que nous, on est peu confrontés à ces boisements secondaires parce qu'on a surtout des soleils peuplerets, donc qui sont des boisements alluviaux pionniers, en fait. Hein. Avant, il y avait très peu de boisements sur nos sites, ou quasiment pas. Donc, c'est des boisements qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et ce qu'on a en boisement secondaire, qui est plus évolué, c'est extrêmement réduit en surface. Donc, c'est plus difficile de juger pour l'instant. Je sais qu'on a des boisements secondaires très localisés, qui sont assez bas topographiquement, qui sont encore bien connectés. Mais avec les phénomènes des caches qu'on a, ben en fait, bon, là, il faut prendre un peu plus de recul, quoi. Il risque de souffrir. Voilà, ça risque de souffrir. Voilà, mais c'est vrai que on a moins de recul sur ces habitats-là, hein, les habitats secondaires, là, des boisements plus évolués. Après, on le voit sur d'autres sites, hein, qui ne sont pas des sites du conservatoire, où effectivement on a pas mal de dépérissement, et pas d'ailleurs qu'au bord de Loire. Hein. On a d'une manière générale un stress hydrique qui est quand même important sur les arbres. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a des problèmes de sénescence sur quasiment tous les arbres. C'est vrai qu'on se pose même la question de qu'est-ce qui va arriver après la chaîne alluviale, parce qu'on on sait pas ce qui va se passer. En fait. On est dans une situation d'inconnu. On verra. Ça fera beaucoup de bois morts, mais on ne sait pas quel milieu va s'installer après à la place de la chaîne alluviale. Moi, j'ai une question Pardon. J'ai une question à François. Est-ce que le récit climatique du site du Val de Sully peut être transposé ou repris en partie pour la réserve naturelle de Saint-Privé? Alors, oui, parce qu'en fait, s'il te plaît. Ah, pardon, oui, excuse-moi, je me trompe. À chaque fois, je me trompe, je suis désolé. Ben oui, je pense, parce qu'en fait, au niveau du récit climatique, alors, je citais l'exemple du document Oracle, donc qui est en fait un document qui est produit par la Chambre d'agriculture régionale, donc qui est régionale, mais qui est avec une déclinaison d'analyse des changements climatiques au niveau départemental. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'on a des données qui sont départementales. On descend difficilement en dessous, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de série de données plus précises que ça. Donc, pour le coup, les données qu'on a, nous, sur le Val de Sully, ils vont s'adapter forcément aussi. Les tendances vont être les mêmes au niveau de la réserve naturelle de Saint-Privé, Saint-Mémin. C'est évident, quoi. Et la tendance, elle est départementale. Et puis, il y a des données comme l'évapotranspiration qui ne peuvent pas être analysées au niveau départemental, qui sont analysées au niveau régional. Parce qu'en fin de compte, il y a trop de facteurs, micro-facteurs qui interagissent et qui ne permettent pas d'une analyse départementale. Voilà. Et le document Oracle, moi j'ai utilisé celui de 2019, et là il a été réactualisé en 2022. C'est un document intéressant, c'est à mon avis pertinent pour comprendre le changement, pour voir ce qui se passe. L'avantage, c'est que quand ils le réactualisent, ils l'enrichissent. Donc, ils ont mis des paramètres, ils le présentent différemment, et en fait, c'est tout bénef. Donc, c'est vraiment un document que je conseille aux gens. Alors, nous, en région centre, on a ce document-là,
je sais qu'il y a d'autres régions qui en ont, mais pas toutes. C'est un projet qui se produit, qui n'est pas réalisé dans toutes les régions pour l'instant. Alors c'est un document qui est fait pour le monde agricole, mais qui nous concerne de près puisque on a quand même des problématiques qui sont similaires. Voilà, donc je réponds par l'affirmative. On a analysé sur le site de Val-de-Sully, peut être repris pour la réserve naturelle de Saint-Privé-Saint-Mémin. Voilà. Merci François. Est-ce que d'autres ont des questions à poser à François ou à Christine sur la démarche, sur la problématique et la démarche d'adaptation sur le volet intervention, gestion ou effectivement fermeture peut-être temporaire de certains sites ouverts au public face aux problématiques de feu? Oui, Pierre, vas-y. Tu peux poser une question à François. Merci. C'était moins une question finalement qu'un peu un témoignage et basé sur les deux interventions de Christine comme de François, c'est de dire effectivement, enfin Christine l'a dit tout à l'heure, il y a une phase un peu de sidération, d'abattement face au changement climatique qui se produit. Hein. On avait rencontré Kevin sur la réserve du Pinail il y a quelques mois qui nous en avait bien parlé aussi, c'était intéressant. Et je pense qu'il faut que pour l'ensemble des gestionnaires, on arrive à rebondir derrière ça. C'est effectivement pas simple, mais je le vois moi vraiment comme finalement il faut le prendre comme une opportunité pour accélérer ce qui est déjà en cours dans les réflexions qu'on peut avoir sur un grand nombre de gestionnaires et que Christine a rappelé dans ses dernières diapos, qui sont de passer effectivement d'une période où la conservation de la nature on était vraiment dans de la conservation patrimoniale, vidant des espèces avec l'idée de transférer ces espèces, c'était vraiment une approche presque muséographique, à quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique et sur lequel on va travailler beaucoup plus sur les fonctionnalités. Et voilà, je sais que ces réflexions sont en cours, on en discute beaucoup, on travaille en interréseau aussi pour l'intérêt de ce décalage, mieux prendre en compte la libre évolution ou mettre de la libre évolution sur certains sites, accepter cette adaptation et le fait qu'on ne contrôle pas un certain nombre d'éléments. Voilà, je pense que c'est très vertueux pour l'ensemble des gestionnaires et c'est probablement un axe majeur pour faciliter la préservation et l'adaptation des milieux et derrière des sociétés humaines, parce que derrière ça, il y a aussi tous les services écosystémiques qui sont rendus au profit des sociétés humaines. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de réinterroger nos pratiques de gestion. Et juste un petit témoignage sur un travail qu'on a fait au Conservatoire de l'espace naturel d'Auvergne l'année dernière, avec la présence d'une stagiaire, pour mettre en place un arbre décisionnel qui n'est pas quelque chose qui nous oblige dans la décision, mais qui nous aide à décider des orientations de gestion sur les coteaux secs. On intervient depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans sur les coteaux secs, avec un message qui a toujours été le même. On maintient les milieux ouverts en vendant, entre guillemets, vous me pardonnerez le terme, voire en survendant les espèces des milieux ouverts, les cortèges d'orchidées, papillons, etc. Dans un contexte où, François, tu disais tout à l'heure, effectivement, vous êtes confrontés dans le centre Val-de-Loire à la disparition de l'élevage. Nous, on en a encore dans une région comme l'Auvergne, mais il n'empêche qu'un certain nombre de ces coteaux sont abandonnés et on en vient aujourd'hui à atteindre les limites de notre capacité à agir, c'est-à-dire que pour maintenir certains coteaux, il faut aller payer des gens qui évidemment coûtent de l'argent et des moyens qu'on n'a pas toujours, pour brûler des énergies fossiles avec des carburants, pour couper de la végétation qui elle-même stocke du carbone. Donc on finit par se dire, mais finalement, il y a une vraie réflexion à avoir et réinterroger nos pratiques en se disant peut-être qu'il faut qu'on accepte ces évolutions. François a souligné aussi que nos références sur les dynamiques de la végétation, sur les vitesses de fermeture de ces milieux en l'absence de pâturage ou de débroussaillage, elles sont basées sur 50 ans d'études derrière nous qui ne seront plus valides sur les 50 ans à venir puisque le climat va changer et que forcément il y aura des impacts sur la dynamique de la végétation et des communautés du vivant. Donc voilà, on se dit, voilà, c'est l'occasion de réinterroger ça et d'être capable de savoir, il y a des sites sur lesquels on peut maintenir une activité agricole parce qu'on a une proximité avec un éleveur, il est là, ça rentre dans la logique de son exploitation. Il y a des sites sur lesquels on maintient les milieux ouverts, y compris en acceptant les travaux mécanisés, parce qu'il y a une attente sociale très forte. Quand on est sur les coteaux qui sont les coteaux de Clermont, on est quasiment dans des espaces naturels, des sites naturels, oui, périurbains. Puis il y a des sites où il faut accepter le lâcher-prise, ce qui n'est pas simple pour le naturalisme, mais il faut accepter ce lâcher-prise et il faudra aussi accompagner ça d'une communication importante parce que tout le discours qu'on a porté
vers les propriétaires publics ou communes ou privés sur le maintien de ces pelouses sèches, ben, on ne va plus être capable de le tenir et ce n'est pas forcément grave. Et puis, le dernier point, et pardon, cette intervention un peu longue, c'est il y a aussi peut-être à reconsidérer finalement notre approche du côté patrimonial de la biodiversité. Hier, certes, il y a les espèces, les communautés en place, mais peut-être que les dynamiques spontanées des milieux et que les stades de fruticée qu'on tend à considérer comme étant moins intéressants, bah, ils sont peut-être intéressants par leur côté dynamique, leur côté spontané, et puis bah, c'est eux qui déboucheront peut-être sur les chaînes thermophiles, la chaîne pubescente de demain. Voilà. Et puis j'étais intéressé de noter aussi, pardon, je vais me taisais, mais ce que disait François sur éventuellement les réflexions sur à pas s'interdire hein, sur les plantations alors soit d'espèces, soit d'individus de certaines espèces présentes, mais d'origine plus méridionale. C'est des réflexions qu'on a aussi à l'échelle Massif Central, nous, avec un projet sur lequel on est en train de travailler qui s'appelle Bosquet du futur et qui vise justement à peut-être accompagner sur certains sites cette migration des espèces végétales et notamment des arbres dont on sait que eux, bah, ils ont des pas de temps probablement un peu trop longs. Alors, j'aurais jamais cru qu'en tant que naturaliste et conservatoire, on puisse un jour porter ce genre de discours, mais la réalité du changement climatique nous y oblige. Merci. Merci Pierre pour ton intervention. C'est vrai que les travaux de François sur le Val de Sully, en termes de réflexion interne, on pose la question finalement de l'état de référence qu'on souhaite sur nos sites. Et que pour plaisanter entre nous avec François, on dit que la fruticée, c'est peut-être le milieu futur à préserver parce que c'est celui-là qui va risquer le plus de régresser et que même si on réouvre encore, peut-être que demain, ça sera le milieu peut-être à préserver pour créer des îlots de fraîcheur ou autre. Donc, et puis, ça reste un habitat d'espèces très important. Mais c'est vrai que on est déjà rentré dans une question de gestion dynamique depuis longtemps, mais c'est vrai que ça nous pose de vraies questions sur l'état de référence qu'on souhaite à 20 ans ou 30 ans. Oui, Damien, tu voulais réagir également? Oui, non, mais pour compléter, en termes de suivi des milieux, avec ce qu'a dit François, ça incite à ne plus fonctionner par placette ou revenir à faire des suivis géolocalisés où on revient aux mêmes endroits, où on va suivre des milieux qui vont avoir tendance à régresser, ou alors que juste à côté, il peut y avoir des milieux qui se développent, mais hors des zones de suivi. Donc, d'avoir vraiment, en tant que gestionnaire, une approche plus large. Parce que, comme disait François, les milieux vont glisser. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et dans nos suivis à long terme, on s'évertue à revenir toujours aux mêmes endroits pour mettre en évidence des évolutions. Mais c'est vrai que c'est peut-être une approche qu'il faut changer aujourd'hui. Merci Damien. Alexandre, tu avais une question dans le chat. Est-ce que tu veux la poser en direct? Alexandre n'est plus là. Je vais la poser à sa place, François. Les assecs plus fréquents et l'enfoncement de lignes qui conduisent à l'abandon, au moins à l'assèchement des annexes hydrauliques, risquent-ils pas de remettre en cause le statut foncier du site, notamment par le fait qu'on est dans un contexte proche Sologne et que le sanglier est un business pour la chasse? Mon micro est coupé, pour info. Il faut que j'arrête. Bon, vous me réexpliquer la question parce que je ne l'aperçois pas très bien. C'est pour ça que je comptais sur Alex, mais il vient de m'écrire qu'il vient de partir. Parce qu'en fait, j'ai des compléments pour éclaircir le sujet. Ce qu'il veut dire exactement, tu vois. Peut-être qu'il veut dire que c'est vrai que l'assèchement des annexes, en tout cas l'ensablement, ne va pas bouleverser un petit peu les limites de nos sites et que comme on est sur un secteur où le sanglier peut stationner, est-ce que ça ne va pas remettre en cause notre statut foncier, notre intervention? Je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, nous, on est sur des domaines publics fluviales, donc on est sur le domaine de l'État. Donc, pour beaucoup de nos secteurs, puisque c'est des conventions qu'on a avec l'État. Donc, bon, ça joue pas forcément là où il y en a des annexes fluviales, des ensablements, c'est pas là où on a de la propriété privée, où on a ça risque de changer les choses au niveau des limites. C'est souvent carrément dans le lit. Donc, c'est pas forcément ça qui va
Oui, ça veut dire que, et puis c'est des milieux qui sont aussi entretenus. La TDP entretient ces zones en les remettant à nu régulièrement pour éviter un boisement. Sinon, donc ça, c'est ce qu'ils font. Alors, je vois pas trop pour le sanglier parce que si les milieux sont maintenus ouverts, le sanglier ira comme ça, mais ce ne sera pas des zones de refuge pour le sanglier. Par contre, effectivement, alors moi, ce que j'ai constaté en dynamique de végétation sur des boisements qui étaient dépérissants et sur le bord de Loire, très localement, mais ça peut donner une idée, c'est qu'on a des développements de ronciers dans des zones qui sont ouvertes avec une mise en lumière qui est liée au dépérissement des arbres. Donc, à partir de là, en plus, en bord de Loire, on a un peu de dépollution et en fait, on a un développement de ronciers qui peut être extrêmement dense. Et donc ça peut être aussi une évolution, puisqu'on s'interroge sur des évolutions futures. Et ça, c'est aussi favorable au sanglier. Donc, parce que là, évidemment, le sanglier peut rester. Donc, si on a une augmentation des formations à ronces qui se développent à la place des boisements, qui dépérissent, avec plus de lumière qui arrive au sol, sur des sols qui sont encore pas trop secs, bien évidemment, on va avoir ça va être très favorable au sanglier, et donc avec effectivement tous les problématiques qu'on connaît sur l'impact du sanglier au niveau local. Ça, c'est des dynamiques, c'est des évolutions qui peuvent exister. Moi, je l'ai constaté à un endroit très précis, mais pas d'une façon générale, mais ça peut possiblement on peut avoir des évolutions comme celle-ci sur des surfaces beaucoup plus grandes. Merci François. Écoutez, je vais clore ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à Christine pour nous avoir présenté la démarche complète NatureAdapt. Merci à François pour nous montrer par l'exemple l'application de la démarche NatureAdapt sur un site, sur des sites du conservatoire dans l'axe ligérien. Puis merci à tous d'avoir participé et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.